Quelque chose que Lasha vient de dire m'a rappelé cette histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Anthony Eden rencontrait Staline au début des années 1940. Et Staline a dit à Eden, « Savez-vous quel est le problème d'Hitler? C'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter. » Et Eden a répondu, « Eh bien, qu'il sait ?» Et Staline a dit, « Moi je le sais. C'est le problème avec les néoconservateurs. Ils ne savent pas quand s'arrêter, et ils ne seront pas arrêtés. » Trump a encore 4 ans, puis il y aura une primaire républicaine. Il ne semble pas que Trump va en aucun sens désigner son successeur. Et les néoconservateurs vont à nouveau être une force avec laquelle il faudra compter. Le problème, cependant, auquel nous sommes confrontés, c'est qu'ils sont maintenant une force avec laquelle il faut compter dans les deux partis politiques. C'est donc un cauchemar absolu, car non seulement ils ont une base substantielle au sein du Parti républicain, mais beaucoup d'entre eux ont migré depuis 2016 vers le Parti démocrate. Et à certains égards, le Parti démocrate est même plus néoconservateur que le Parti républicain. Ils vont donc rester une force avec laquelle il faudra compter. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, je parle avec 2 collègues qui ont déjà été sur cette chaîne. J'ai avec moi James Carden et Lasha Kasradze. James est le rédacteur en chef du Realist Review sur Substack. Et Lasha est l'agent de liaison pour l'Université d'État de Sukhumi, une université géorgienne aux États-Unis. Ils nous parlent tous les deux depuis la côte Est. Et aujourd'hui, alors que nous approchons du 100e jour de l'administration Trump, nous voulons discuter de sa politique étrangère, bien que je ne sois pas entièrement sûr que politique soit encore le bon terme, et plutôt le train ou le paquebot de la politique étrangère, car tant de choses ont changé. Peut-être James, commençons par vous. Quelle est votre évaluation générale de cette présidence Trump? Of this Trump presidency? Eh bien, comme pour tout ce qui concerne M. Trump, il y a des aspects positifs et négatifs. En ce moment, le pays et le monde semblent se concentrer sur la politique tarifaire de Trump, ce qui est assez raisonnable. Je pense qu'une histoire qui est sous-estimée cependant est la division au sein de l'équipe de sécurité nationale de l'administration Trump. Vraiment, l'équipe semble sur le point de se désagréger. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, que personne ne pensait vraiment qualifié pour le poste, a prouvé que tout le monde avait raison. Il ne l'est pas, et il semble que ses jours soient probablement comptés. Le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, de même, est supposé être sur le point de partir. Donc c'est une bonne nouvelle pour des gens comme nous qui se soucient de la paix et se soucient de la diplomatie et du dialogue, des choses qui ont été, vous savez, démodées à Washington pendant tant d'années. Mais l'équipe de Trump a toujours cette division entre les traditionalistes néoconservateurs qui ont causé tant de dégâts dans le monde au cours des 20-30 dernières années et le genre de personnes America First, comme J.D. Vance et Tulsi Gabbard. Je pense que la chose la plus intéressante, et nous pourrons en parler plus tard, est l'émergence du conseiller présidentiel Steve Witkoff, qui est vraiment devenu le secrétaire d'État en tout sauf le nom. Il y a beaucoup de chaos ici. D'un côté, vous avez des personnes comme Vance, Gabbard et Witkoff qui réussissent et font de bonnes choses, comme parler à nos adversaires, quelque chose que nous n'avons pas fait depuis des années. D'un autre côté, vous avez les traditionalistes néoconservateurs qui semblent se désagréger. C'est un sac mélangé, comme avec tout ce qui concerne M. Trump. Je le vois aussi de cette façon, surtout car cela montre l'importance du cercle restreint de prise de décision à la Maison-Blanche. Mais Lasha, comment percevez-vous ce factionnalisme au sein de l'administration? Et quel est selon vous l'impact le plus important qu'il a
sur ce que vous observez? It had on what you're looking at. Sure. I don't know if I can add much more to what just Bien sûr. James has said. Je ne sais pas si je peux ajouter grand-chose à ce que James vient de dire, sauf peut-être revenir légèrement au premier jour, voire même juste avant que Trump n'entre effectivement à la Maison-Blanche. Nous avons tous discuté et analysé collectivement à quoi ressemblerait la présidence de Trump en termes de politique étrangère. Il y avait cette sorte de division régionale dans la façon dont il la percevait. Par exemple, la Russie et l'Ukraine rejetteraient, relativement parlant, l'influence néoconservatrice et auraient plus de flexibilité pour le faire. Pendant ce temps, la politique de Trump envers le Moyen-Orient serait davantage sous l'influence de la tradition néoconservatrice. Je pense que c'est essentiellement ce que nous examinons, mais je pense aussi que même avec le conflit russo-ukrainien, M. Trump subit la pression de l'influence néoconservatrice. Juste pour mentionner rapidement ce que James a dit en termes de compétences et de chaos interne, d'une part, nous sommes en quelque sorte habitués au chaos interne avec Trump. Quiconque a voté pour Trump ne regarde probablement pas ces détails. Sa personnalité est telle que c'est la vision globale avec laquelle il a défié l'establishment, ce qui est bien, n'est-ce pas? Bousculer les choses. Nous nous souvenons tous de ce genre de terminologie populiste. Shake things up. We all remember this sort of populist terminology. But then at the same time, we have to ask, this is America. Mais en même temps, nous devons nous demander, c'est l'Amérique, et elle doit être gouvernée, et il y a des institutions. Et je veux encore croire qu'il y a des freins et contrepoids indépendants, n'est-ce pas? Appelez-moi naïf, mais c'est, vous savez, regardez, tout comme le dit Mearsheimer, j'aime le fait que, vous savez, c'est encore une démocratie libérale. Et que faisons-nous à ce sujet? Mais vous savez, toute cette brouhaha autour du téléphone portable, avec prétendument des informations très importantes divulguées à des membres de la famille. Et je veux dire, d'accord, alors comment puis-je, que dois-je dire? Je veux dire, c'est juste, je ne sais pas si c'est extrêmement sérieux, pas sérieux, mais politiquement, cela ressemble à un désastre. Ce n'est pas un pays du tiers-monde où ces choses sont censées se produire. Si une autre administration, juste pour être équitable, avait fait quelque chose comme ça, elle aurait été accusée d'être des traîtres ou autres. Mais sans entrer dans les détails, ça ne semble tout simplement pas bon. Mais je me souviens aussi de M. Exer déclarant à Bruxelles, je pense que c'était il y a quelques mois, lors d'une conférence sur la sécurité, que l'ère de l'importance du pouvoir est arrivée. Si vous vous souvenez de cette phrase, je paraphrase, évidemment. Mais il a dit que l'équilibre des pouvoirs, ou quelque chose dans le genre de l'importance du pouvoir, pas des idéaux et une vision du monde utopique. Et certains d'entre nous qui adhèrent réellement à une politique étrangère pragmatique orientée vers le réalisme, nous avons dit, vous savez, je sais que je l'ai fait. Vous savez, ça avait l'air bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit, vous savez, c'est moche, ça ne sonne pas bien. C'est un écart par rapport à ses vues internationalistes libérales. Mais oui, le pouvoir semble apparemment compter. Et maintenant, nous avons ce monde multipolaire où, vous savez, les États-Unis sont spécifiquement contrôlés par, vous savez, la projection de pouvoir par la Chine, bien sûr, et puis ce troisième, la Russie. Et à partir de là, nous sommes en quelque sorte arrivés là où nous sommes maintenant, se sentant incompétents, chaotiques et en désordre, n'est-ce pas? Donc c'est juste mon point de vue sur cela. Est-ce un effondrement d'une certaine sorte? Ou est-ce que... Non, je pense que l'administration Trump s'en sortira en quelque sorte. Mais tout comme James l'a dit, je pense qu'il y aura des changements à apporter. C'est une très bonne observation sur le pouvoir. Nous avons également eu la déclaration, bien sûr, du secrétaire Rubio au début de son mandat, selon laquelle nous vivons maintenant dans un monde multipolaire et que c'est normal. Et nous devons simplement trouver notre place.
Et nous devrions également nous rappeler, en fait, que Donald Trump a commencé sa campagne, son administration, avec son discours inaugural, en disant par exemple que nous serons rappelés pour les guerres dans lesquelles nous ne sommes pas entrés. Il est le candidat de la paix. Il se présentait également encore lors de l'inauguration comme le candidat de la paix. Cependant, à présent, Donald Trump bombarde le Yémen et a essentiellement donné le feu vert à la reprise de ce que je pense encore sera rappelé comme le génocide de Gaza. James, comment conciliez-vous cela? D'une part, nous avons tous ces efforts de paix avec l'Ukraine, que j'applaudis également beaucoup. Et Witkoff fait un travail fantastique pour essayer de mettre l'administration Trump dans une position où soit vous parvenez à un cessez-le-feu, soit vous procédez à un audit. Il semble que maintenant la prochaine étape sera que les États-Unis s'en désengagent et s'en aillent, ce qui n'est probablement pas une mauvaise chose. Mais le Moyen-Orient, comment conciliez-vous ces deux choses, et aussi la rhétorique envers la Chine? Je veux dire, ils sont connectés, je crois. Eh bien, je pense qu'en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, vous avez probablement raison. Je ne pense pas que l'idée que Trump et Witkoff allaient venir et dicter les termes de la paix à la Russie et à l'Ukraine ait jamais été réaliste. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils parlent en soi. C'est une chose positive. Comme l'a dit Steve Witkoff dans une interview avec Tucker Carlson, vous savez, Biden et Poutine n'ont pas parlé pendant 3 ans et demi. Donc, le simple fait qu'ils s'assoient et qu'il y ait des lignes de communication ouvertes est une très bonne chose. Je pense que la guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Je pense que les Russes vont se battre et ils vont devoir prendre par la force l'intégralité des oblasts qu'ils ont annexés formellement. En ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est un désordre total. Vous avez tout à fait raison. Il est très difficile de concilier la rhétorique de paix de Trump avec son feu vert pour le génocide à Gaza. Et comme vous l'avez mentionné, le bombardement des Houthis. D'un autre côté, Steve Witkoff, encore une fois, parle directement aux Iraniens, ce qui est très positif. La chose que nous, en arrière-plan de tout cela, et qu'on n'est pas censé dire à Washington, c'est le lobby israélien et les liens que Trump a avec Netanyahou. Et il est dans une position très difficile, parce que sa base de donateurs, ses liens avec le lobby, l'empêchent de faire, je pense, certaines choses. Mais cela ne les a pas empêchés jusqu'à présent de parler avec les Iraniens. Donc, encore une fois, le thème de Donald Trump et de la politique étrangère est toujours mitigé. Donc, vous savez, ce qu'ils font à Gaza, ce qu'ils font au Yémen est déplorable. L'ouverture vers l'Iran est très positive. En ce qui concerne la Chine, je pense que cela reste à voir. Je pense qu'en ce moment, grâce à ces politiques tarifaires, les relations entre les États-Unis et la Chine se détériorent. D'accord. Il y a essentiellement 2 écoles de pensée. L'une dit que Trump réforme et change véritablement la politique étrangère et intérieure des États-Unis. Pour ce faire, il doit démanteler certains mécanismes internes, y compris l'USAID, et cela représente un véritable changement. Puis il y a l'autre école de pensée qui dit non, c'est une continuation de la politique, une continuation de l'agenda. Il s'agit simplement de se regrouper, de recharger, puis de tirer dans un autre théâtre. Au lieu de cibler la Russie, vous ciblez l'Iran, et enfin, vous allez cibler la Chine. L'administration Trump veut en fait recentrer la puissance dure des États-Unis sur la Chine et la Russie. Laquelle pensez-vous, ou quelle troisième option pourrait aider à expliquer ce qui se passe? Eh bien, je pense que ce sera plus ou moins la même chose en termes de tension. Je pense que, regardez, pour la région, pour le Caucase du Sud, nous sommes à proximité, n'est-ce pas? La Turquie, l'Iran. S'il y a une campagne de bombardement,
Et si, disons, Trump cède aux forces qui existent actuellement à Washington, c'est difficile de les identifier ou de les nommer. Vous savez, toutes ces forces nouvelles et néoconservatrices. De mon point de vue, en tant que Géorgien regardant la région, la Russie, oui, nous connaissons la relation avec la Russie et l'Iran. Ce n'est pas une sorte d'alliance militaire classique. Je n'ai aucun doute que la Russie en arrière-plan, dans les coulisses, aidera l'Iran si une telle campagne avait lieu. Ce sera également un désastre en termes de géoéconomie et de géopolitique régionale, avec ce monde turc émergent d'Azerbaïdjan et le corridor de Zangezur auquel l'Iran s'accroche pour maintenir son avantage stratégique. Tout cela est lié à la Turquie et est perçu dans tout le Caucase du Sud comme une sorte de monde turc, presque anti-iranien. Cela dépend de la manière dont une invasion ou une campagne de bombardement de l'Iran perturberait et créerait davantage un fossé avec l'Iran et tout cet ensemble stratégique, géoéconomique et géopolitique turc. Alors, quelle était votre prochaine question? Je pense que vous avez également mentionné la Chine ou... Pensez-vous que les États-Unis changent réellement leur politique étrangère ou se contentent-ils de recentrer leur puissance militaire sur un autre théâtre? Son instinct est d'être expansionniste, d'être partout à la fois, mais je pense qu'il est contraint de changer et de s'adapter en fonction des centres de pouvoir rivaux qui ont émergé. Vous savez, la Chine, la Russie, et régionalement, je pense, envers l'Iran, pas grand-chose n'a changé. Trump lui-même, individuellement, ne veut pas s'impliquer dans cela. Je ne pense pas qu'il soit un président belliciste qui dit, vous savez, nous leisten bad there, tous verproducnuth. Mais vous savez, je pense que la seule façon pour les États-Unis de changer leur politique étrangère, entre guillemets, sera s'ils font face à une projection de puissance de la part de puissances rivales, si vous voulez, vous savez, la Russie, la Chine. Mais quand nous parlons de changement traditionnellement en termes de culture, de sorte de culture de politique étrangère, cet instinct n'a pas disparu. Je ne pense pas, mais je crois que c'est cette puissance et l'émergence de cette multipolarité qui les a poussés à peut-être, vous savez, revoir leur politique étrangère traditionnelle. Mais, vous savez, je pense qu'il y a deux façons peut-être de voir le nouveau paradigme Trump. D'une part, c'est de manière flagrante, évidemment, sans vergogne même, transactionnel. C'est de cela qu'il s'agit avec les tarifs douaniers. C'est à propos de « je te gratte le dos, tu me grattes le mien ». Et vous l'avez vu très clairement, même lors de réunions avec des alliés, même lors de réunions avec des personnes avec lesquelles il est en quelque sorte aligné idéologiquement. Lorsque la première ministre italienne Meloni était à la Maison-Blanche cette semaine, vous savez, l'accent était mis sur les tarifs douaniers. L'accent était mis sur le commerce. L'accent était mis sur la conclusion d'un accord. C'est une partie de cela. Et puis il y a cette sorte de, et c'est un peu étrange, étant donné les accusations souvent lancées à propos du néo-isolationnisme. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de voir les choses. Je pense en fait qu'il y a un néocolonialisme inhérent à la politique étrangère de Trump. Et on le voit avec le Groenland. On le voit dans les discussions sur le canal de Panama. Il le présente en termes de « Eh bien, nous devons faire cela. Nous devons prendre le contrôle du canal. Nous devons prendre le contrôle du Groenland à cause de la Chine, à cause de nos adversaires. » Mais il y a quelque chose dans ce mouvement qui rappelle un peu l'Amérique de 1898, la présidence de McKinley, dont il parle souvent. Il y a donc ce genre de transactionnalisme et il y a cet aspect néocolonial qui, je pense, a été sous-estimé jusqu'à présent.
Oui, je pense que c'est une très bonne observation. Et peut-être que j'aimerais juste ajouter que, pour utiliser votre métaphore, ce n'est pas « tu me grattes le dos, je gratte le tien ». C'est plutôt « je te fouette le dos jusqu'à ce qu'il saigne très fort, puis je t'offre une pommade en échange pour que tu me grattes le dos ». Donald Trump continue de créer ces points de pression, des points de pression extrêmes, très douloureux, qui n'étaient pas là auparavant, et il les utilise en disant « si vous ne voulez pas que nous fassions cela, alors vous devez nous donner quelque chose, n'est-ce pas? Nous devons conclure un accord. » C'est le cas avec le Groenland. C'est le cas avec le canal de Panama. C'est le cas avec les tarifs, n'est-ce pas? Et dans un sens, vous avez tout à fait raison lorsque vous appelez cela du néocolonialisme. Mais en même temps, toute cette rhétorique de « nous devons gagner de l'argent » ou « nous devons économiser de l'argent » ne correspond pas vraiment pour moi avec les 800 bases militaires américaines dans le monde, qui coûtent tellement d'argent. Et M. Trump dit que nous voulons de l'argent. Encore une fois, nous voulons de l'argent des gens que nous protégeons, n'est-ce pas? Nous sommes comme la mafia, n'est-ce pas? Nous faisons la chose dans vos pays que vous ne voulez pas, et vous devez nous payer pour cela. L'autre option serait, bien sûr, de les retirer. Pourquoi ne pense-t-il pas ouvertement à se retirer de l'OTAN et à retirer les bases comme un moyen de négociation? Pourquoi fait-il le contraire? Peut-être Lasha et ensuite James. Why does he do the opposite? Maybe Lasha and then James. Can I just briefly follow up what James said? Puis-je juste faire un bref suivi? Ce que James a dit m'a un peu rappelé quelque chose, donc c'est en quelque sorte une question. Dans le livre de Kissinger, je pense que c'était diplomatie ou peut-être ordre mondial, je me souviens plus exactement lequel, mais il mentionne Teddy Roosevelt. Il parle évidemment, à travers le prisme réaliste, de comment, oui bien sûr, c'est sous lui que l'Amérique est en quelque sorte entrée dans les affaires mondiales. Mais ensuite, il y avait un calcul stratégique de sélection en termes de renforcement du pouvoir. Vous savez, pas seulement pour chasser des démons partout, pour chasser des fantômes, si vous voulez, et être expansionniste, juste pour le plaisir d'être expansionniste. Mais il y avait une sorte de vision pragmatique inhérente sur la façon de rendre l'Amérique puissante dans le monde. Et inhérente à cette vision était cette sorte de sélection des options géostratégiques à poursuivre. Voyez-vous cela du tout dans l'administration Trump, Pascal, James? Je veux dire, voyez-vous cela? Pensez-vous que cela, parce que nous voyons quelque chose qui est encore différent des 30 dernières années, n'est-ce pas? Et pouvons-nous ressembler à cela pour dire cet exemple particulier? Oui, je pense que ce à quoi vous faisiez référence est un discours célèbre, justement célèbre, prononcé à la Chambre des communes par John Bright pendant la guerre de Crimée, où il a dit que les pays tombent dans le piège de poursuivre des fantômes à l'étranger tout en laissant leur propre pays pourrir chez eux. Et je pense que c'est un peu la vue d'ensemble. C'est quelque chose dont Trump est conscient. Depuis le 11 septembre, les États-Unis poursuivent des fantômes visionnaires à l'étranger tout en laissant notre pays pourrir chez nous. Une grande partie de cette dégradation est liée à ces accords commerciaux conclus au cours des 25 à 30 dernières années. Maintenant, Trump s'en prend à ces pays qui ont signé ces accords. Ce qui est injuste, c'est que ces accords étaient notre idée au départ. Et une partie du piège dans lequel Trump est tombé est de sa propre fabrication. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant son premier mandat, il a été très rapide à venir et à déchirer les accords qui avaient été conclus entre les administrations précédentes et d'autres pays. Le plus grand exemple de cela, bien sûr, est le JCPOA, l'accord nucléaire iranien. Mais bien sûr, ils ont déchiré un certain nombre d'accords vénérables de contrôle des armements et nucléaires de la guerre froide
sous la direction du conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Under the direction of National Security Advisor John Bolton. So we tore up the INF, we tore up Open Skies. Nous avons donc déchiré le traité INF. Nous avons déchiré le traité ciel ouvert. Maintenant, il est de retour, et beaucoup de ces pays se demandent quel est vraiment l'intérêt de conclure un accord avec les États-Unis quand une nouvelle administration peut arriver dans 3 à 4 ans et dire non, nous n'allons pas faire ça. Donc sa grande idée d'une Amérique d'abord, d'une Amérique qui prend soin d'elle-même, est une bonne idée et quelque peu nouvelle dans l'histoire récente de la politique étrangère américaine. Mais cela va être terriblement difficile à réaliser lorsque d'autres pays ne peuvent pas faire confiance au fait qu'ils peuvent conclure un accord durable avec vous. C'est donc une partie de l'enchevêtrement dans lequel nous nous trouvons. Oui, et cela ne va-t-il pas encore plus loin? Ce n'est pas seulement que vous ne pouvez pas faire confiance au fait que les États-Unis respecteront un accord au-delà de l'administration actuelle. Vous ne pouvez pas faire confiance au fait que le président actuel reste fidèle à ses propres idées. Je veux dire, la saga des tarifs a changé d'avis sur presque tout au quotidien. Et c'est aussi, vous savez, la rhétorique et la réalité semblent être deux choses différentes. Il semblait que les tarifs étaient conçus pour être protectionnistes, nationalistes. Mais maintenant, il semble vraiment qu'ils soient davantage une autre forme de sanction contre la Chine et qu'ils vont être un outil de négociation pour inciter d'autres pays à imposer des sanctions secondaires ou des tarifs secondaires sur la Chine afin de se désengager. Ce sont deux objectifs complètement, totalement différents pour utiliser cet outil. Des tarifs qui, en toute équité, bien sûr à sa place dans l'élaboration de la politique étrangère. Mais l'achat, cette question de confiance, comment pensez-vous que cela va impacter surtout, disons, les petits États comme la Géorgie, qui, comme vous l'avez dit auparavant, essayent de plaire aux États-Unis énormément, mais seulement jusqu'à un certain point. Alors, comment cette nouvelle réalité impacte-t-elle maintenant leurs calculs? Merci. Eh bien, ces espoirs ne tiennent qu'à un fil. Je veux dire, vous savez, l'idée était que philosophiquement, Trump est censé être plus favorable à l'idée que cet internationalisme libéral doit cesser et que cela aura donc un effet positif sur les petits États comme la Géorgie, n'est-ce pas? En gros, la Géorgie espère que l'usurpation de l'administration Trump par le régime néoconservateur, si vous voulez, ne se produira pas. Je veux dire, il y aura bien sûr de l'influence. Je suis surpris, en fait. Avec tout le respect que je dois à Marco Rubio, il suit jusqu'à présent la vision de Trump, si vous voulez. Mais nous savons tous que Marco Rubio n'est pas exactement un praticien clairvoyant du réalisme politique. D'après mon observation, il n'a eu aucune patience pour tout régime ou action gouvernementale qui pourrait essayer de survivre par ses propres moyens ou de trouver un équilibre entre les grandes puissances. Si le consensus de Washington n'était pas d'accord, Marco Rubio serait le premier à le dire. Et donc on se demande si Trump n'a que 4 ans de plus. Est-ce que M. Vance va sauver la situation ensuite? Nous ne savons pas qui va arriver. Et donc l'idée que M. Trump puisse d'une certaine manière créer une paix perpétuelle, si vous voulez, à Washington, ou apprivoiser Washington et que cela dure longtemps, c'est impossible à prédire. Je suis sûr que, eh bien, indépendamment de ce qu'ils font à Washington, d'ici là, je pense que la Chine et la Russie seront probablement devenues encore plus puissantes, n'est-ce pas? Elles seront probablement devenues encore plus affirmées, respectivement. Que va-t-il arriver à l'Ukraine? La Russie va-t-elle continuer et aller jusqu'à Kiev? Ou la Russie va-t-elle être satisfaite? Je pense que nous avons déjà discuté de cela dans le passé. La Russie sait-elle quand s'arrêter?
parce que c'est aussi un mécanisme stratégiquement important à avoir, savoir quand s'arrêter, quand ne pas s'arrêter, quand continuer. Et puis vous savez, nous sommes assez, nous ne sommes pas, oui, la Russie dirige cela et a peut-être gagné cette affaire, mais vous savez, d'ici à ce que Trump est terminé, je pense que ce qui contrôlera l'establishment néolibéral, néoconservateur à Washington sera le système international lui-même. Je ne pense pas, en termes de système international lui-même, qu'il soit possible de revenir au, vous savez, jour habituel, cette unipolarité. Je pense que c'est fini. Y aura-t-il, par exemple, disons que les démocrates arrivent au pouvoir et que cette élite traditionnelle de la politique étrangère retrouve en quelque sorte son pouvoir en termes relatifs? Oui, ils résisteront probablement encore plus à ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne pense pas que la structure du système international elle-même succombera à cela. Je pense que cela sauvera la situation, à mon avis. Mais les néoconservateurs sont connus pour surestimer le pouvoir militaire des États-Unis. Ils sont célèbres pour déclencher des guerres qui, dès le départ, sont ingagnables et finissent par ne pas être gagnées. Vous savez, les États-Unis ont remplacé le régime taliban après 20 ans de guerre par le régime taliban. Mais ils ne le présentent jamais ainsi. Ils ne le voient jamais ainsi. Ils n'admettent pas que c'était un échec. James, pensez-vous que les néoconservateurs peuvent enfin être évincés du pouvoir et devenir insignifiants? Ou sont-ils simplement, vous savez, même s'ils sont maintenant ostracisés par l'administration actuelle, ils vont juste se cacher dans tous ces think tanks où ils sont maintenant installés, n'est-ce pas? Juste en attendant la prochaine administration pour s'y accrocher. Quelque chose que Lasha vient de dire m'a rappelé cette histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Anthony Eden rencontrait Staline au début des années 1940, et Staline a dit à Eden, « Savez-vous quel est le problème d'Hitler? C'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter. » Et Eden a répondu, « Eh bien, qui le sait? » Et Staline a dit, « Moi je le sais. » Et je pense que c'est le problème avec les néoconservateurs. Ils ne savent pas quand s'arrêter, et ils ne seront pas arrêtés. Et non, il y a Trump a encore 4 ans, et ensuite, il y aura une primaire républicaine. Il ne semble pas que Trump va, en aucun sens, désigner son successeur, et les néoconservateurs vont redevenir une force avec laquelle il faudra compter. Le problème, cependant, auquel nous faisons face, est qu'ils sont maintenant une force avec laquelle il faut compter dans les deux partis politiques. C'est donc un cauchemar absolu, parce qu'ils ont non seulement une base substantielle au sein du Parti républicain, mais beaucoup d'entre eux ont migré depuis 2016 vers le Parti démocrate. Et à certains égards, le Parti démocrate est même plus néoconservateur que le Parti républicain. Ils vont donc malheureusement rester une force avec laquelle il faudra compter à Washington, et malheureusement pour le monde. C'est pourquoi certaines personnes l'appellent le parti unique en matière de politique étrangère, n'est-ce pas? Vous avez les mêmes idées dans les deux camps. Donc peu importe qui vous choisissez, vous allez avoir différentes variantes du même plat très peu appétissant devant vous. La question cependant est de savoir si le mouvement MAGA que Donald Trump a créé et entretient va peut-être aussi se répandre dans l'autre parti. Et si vous aurez deux contrepoids qui veulent faire une politique différente, ou est-ce juste un vœu pieux? Oui, je le pense. Je pense absolument. L'une des choses que les gens doivent comprendre à propos de l'histoire du Parti démocrate et de sa politique étrangère, c'est que lorsque les choses se corsent, les faucons gagnent toujours. Il n'y a eu qu'une très brève période où les colombes étaient en hausse, et c'était pendant une période de 13 mois sous la présidence de Kennedy, après la crise des missiles de Cuba jusqu'à l'assassinat.
Peut-être que ce sont les instincts pacifistes de Kennedy qui ont conduit à cet événement en novembre 63. À part cela, les démocrates ont eux-mêmes été assez horribles en matière de politique étrangère. Et il y a donc très peu de raisons de penser qu'ils vont proposer quelqu'un qui soit même vaguement, je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais même vaguement aussi pacifiste que Donald J. Trump. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Lasha, n'est-ce pas là la contradiction? Je veux dire, Donald Trump a cette rhétorique horrible, vraiment une rhétorique d'intimidation, mais le fondement sous-jacent qu'il a construit est en réalité un programme de paix. Et lors de sa première administration, il n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Lasha, comment pouvons-nous concilier cela? C'est sa personnalité. Eh bien, sa personnalité mise à part, je veux dire, nous savons essentiellement comment il fonctionne et comment il pense. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas vicieux en termes de renverser des régimes, juste parce que nous voulons que ce genre d'idéologie se répande dans le monde entier et nous assurer qu'aucun hégémon ne s'élève. Il le voit de manière transactionnelle, ce qui est aussi bon pour l'Amérique, paradoxalement parlant. Oui. C'est très transactionnel. Mais dans ses manières pragmatiques et transactionnelles, il ne peut tout simplement pas logiquement mettre 2 et 2 ensemble et se dire « Pourquoi nous battons-nous avec la Russie? Pourquoi avons-nous ces maux de tête inutiles dans le monde alors que nous pouvons les éviter ?» Mais ne vous y trompez pas. Il défendra les intérêts de sécurité nationale des États-Unis, comme le ferait et devrait le faire tout président. Mais je pense qu'il est plus sélectif. Il comprend ce qui est inutile et nécessaire, à mon avis. Mais juste pour, si je peux, James, répondre légèrement à votre point. Alors pensez-vous bien sûr que les néocons et les néolibes ne vont pas disparaître? Je veux dire, nous le savons. C'est la culture du système politique américain, pour le meilleur ou pour le pire. C'est un fait. Mais ne pensez-vous pas que, en quelque sorte, encore une fois, la structure changeante des relations internationales sera un contrepoids à leurs instincts expansionnistes et aventuristes? Peut-être qu'en termes de politique intérieure, nous sommes tous fichus. Mais pensez-vous, vous savez, en termes de relations internationales, qu'il y aura la Chine, la Russie, et vous savez, le Sud global? Non, si vous regardez cela, oui, si vous le regardez d'un point de vue logique, je dirais oui. Mais nous ne parlons pas de personnes qui sont logiques. Ce dont nous parlons, c'est d'une bulle. Chas Freeman, que je sais que Pascal a souvent invité, décrit l'establishment de la politique étrangère de Washington comme fondamentalement autiste, en ce sens qu'il ne peut pas et ne sait pas comment communiquer en dehors de sa propre bulle. Donc, sur le fond, je pense que vous devriez avoir raison. Mais malheureusement, nous ne traitons pas avec un système qui se plie à la simple logique. Il a sa propre logique et sa propre énergie. Et malheureusement, il faudra un très grand événement, peut-être tragique, pour que ces personnes apprennent enfin leur leçon. Mais il y a plus que l'extérieur comme facteur contraignant. Ce qui me semble, c'est que celui qui fonctionne encore d'une certaine manière est l'interne. Si vous regardez la guerre Russie-Ukraine, la guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, la seule voix de la raison, bien qu'elle ne se soit jamais exprimée publiquement, semble avoir été le Pentagone. Le Pentagone semble avoir dit plusieurs fois non à ces étapes les plus escalatoires de toutes, même lorsque les États voulaient avoir la rhétorique de « nous vous donnerons tout ce qu'il faut et nous vaincrons la Russie ». Et c'est interne, je veux dire, la compréhension du département de la défense des États-Unis, les contraintes des États-Unis, également en termes de production d'armes, et ainsi de suite, et de capacité. Et cela pourrait-il être un facteur qui sera encore plus important, alors que la puissance économique des États-Unis semble également décliner en ce moment, James et Lasha?
waning at the moment, James and Lasha. Yeah, that's entirely possible. If the economy continues Oui, to tank, c'est tout à fait if we possible. continue to- Si l'économie continue de s'effondrer, si nous continuons à envoyer autant de missiles et d'armements que nous l'avons fait en Ukraine et en Israël, il est tout à fait possible qu'il y ait une contrainte économique interne à notre surenchère mondiale. J'espère sincèrement que ce sera le cas, mais nous verrons. global overreach. L'achat, quel est selon vous l'impact de... But we'll see. Lasha, what do you think is the impact of the military power? Because you were correctly Juste la puissance militaire, parce que vous parliez correctement de puissance. Mais le pouvoir relatif a beaucoup changé. Et l'évaluation, et vous savez, la seule chose qui est bonne chez les militaires, c'est qu'ils ont tendance à être plus réalistes. Et ils essayent d'évaluer leur propre pouvoir. Pas tous, mais beaucoup de généraux essayent en fait de les évaluer. Many generals actually try to assess. In terms of power, I do think that there will, I do think that. En termes de pouvoir, je pense que l'énergie unipolaire que les États-Unis, cette énergie atlantiste que l'Amérique a eue depuis l'effondrement de l'Union soviétique par exemple, sera contrôlée par la structure même des relations internationales, ce monde multipolaire entier. Dans quelle mesure? C'est une bonne question. Et puis encore, avec James, sur cette chose illogique, où il y a des gens déterminés à semer le chaos, je veux dire, ils vont intensifier, ils vont aggraver la situation pour la Russie, donc pour l'Ukraine peut-être, ils vont intensifier dans la région Asie-Pacifique, ils diront que ça suffit. Enfin, Trump est parti. Maintenant, nous avons le champ libre. Je veux dire, il y a toutes sortes de manières fanatiques de... Vous savez, c'est facile de casser des choses, c'est difficile de construire des choses, n'est-ce pas? Comme nous le savons tous. It's hard to build things, right? As we all know. So yes, I'm with James when he says that. Donc oui, je suis d'accord avec James quand il dit que la sorte de tradition profondément ancrée, je veux dire l'expansionnisme, mais l'expansionnisme vers quoi et pourquoi est encore une autre question, n'est-ce pas? Je veux dire, vers quoi ces gens s'étendent-ils? Quel est cet élan fanatique et perpétuel pour maintenir la primauté, mais dans quel but? À un moment donné, la réalité doit indiquer qu'il est impossible de maintenir perpétuellement la primauté. Et il est toujours préférable de partager ce pouvoir, n'est-ce pas? Mais vous savez, surtout quand la Russie, comme nous le savons, ne menace pas les États-Unis ou les pays de l'OTAN. Et nous savons tous que c'est un mythe. Alors préparez-vous à ce que ce mythe revienne, vous savez, une fois que Trump sera parti, et cet alarmisme reviendra, j'en suis sûr. Bien sûr, cela en soi provoquera une sorte de réaction en chaîne qui sera plus négative que positive, évidemment. Mais à ce moment-là, vous savez, parce que c'est ce que nous avons étudié, je veux dire, c'est dans cela que j'ai un peu foi, dans une sorte de politique étrangère rationnelle, où la Chine saura quoi faire. La Russie saura quoi faire. Une Russie beaucoup plus riche, une Russie beaucoup plus puissante saura quoi faire et comment s'équilibrer face au retour du transatlantisme, si vous voulez. Donc, vous savez, je suis partagé. J'ai encore mes espoirs dans la stabilité que le monde multipolaire apportera. Et pourtant, je sais de quoi parle James, et je comprends complètement, et dans une large mesure je suis d'accord avec lui, que ces gens ne vont pas simplement rester les bras croisés et accepter la nouvelle réalité qu'est ce monde multipolaire. James, veux-tu répondre à cela? Oui, je veux dire, je pense que la question clé qui se pose à nous est de savoir quand la réalité percera l'idéologie. Et l'idéologie du parti unique en ce moment est assez inébranlable. La question est de savoir quand les réalités du nouveau monde multipolaire qui est sûrement là perceront cette bulle, perceront la bulle dont Chas Freeman parle toujours. Et c'est la question. Donald Trump peut-il, dans les 4 années qui lui restent, faire passer les États-Unis de cette bulle d'irréalité pour affronter le monde tel qu'il est? C'est la question clé. C'est probablement la plus grande question. Et en ce moment, qu'est-ce que c'est? 2 mois, 3 mois. Ça ne semble pas si bon. Oui.
It's not looking so good. Yeah. Lasha, you wanted to say something about that? Just for a second. Lasha, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Juste une seconde. Toute cette notion selon laquelle la politique de puissance est de retour, n'est-ce pas? Donc ce système international orienté vers les grandes puissances est arrivé. Quelles sont tes réflexions sur la possibilité qu'il y ait suffisamment de place pour que les trois grandes puissances se partagent le monde? En gros, l'Europe devient de plus en plus insignifiante. Nous le savons. Donc peut-être qu'il y aura un règlement où il s'agirait simplement d'une division des ressources entre les trois puissances et pas seulement de cette exportation unilatérale de la vision américaine dans le monde entier. Je veux dire, c'est un peu le même point que nous avons tous plus ou moins fait ici. Mais quand nous parlons du retour des néocons et de la perturbation ou du retour à ce qu'ils avaient avant, y a-t-il une possibilité qu'ils se contentent de l'idée que les États-Unis aussi obtiendront beaucoup de ce monde multipolaire en le partageant simplement avec les deux autres grandes puissances? Parce que nous parlons de la division de l'Ukraine. Nous parlons des États-Unis réalisant leur retour géostratégique sur le continent européen. Nous savons que nous voyons, vous savez, l'Allemagne est faible. Nous voyons l'Ukraine. La France est faible. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. D'une certaine manière, ils dépendent encore plus des États-Unis maintenant. Je ne pense pas qu'ils développeront de manière stratégique et autonome leur propre politique étrangère contre la Russie. Je trouve cela tout simplement risible, à mon avis, et je ne pense certainement pas que les États-Unis permettront que cela se produise. Pensez-vous donc qu'il y aura une division des ressources, tant militaires que sécuritaires et économiques, entre ces trois grandes puissances? Est-ce que ce sera le contrôle ultime de ce fanatisme à Washington, si vous voulez? Eh bien, je ne pense pas qu'une telle division, comme vous en parlez, serait opposée par les forces Trump-MAGA, America First. Je soupçonne fortement qu'elle serait opposée par les Européens. Et les Européens semblent actuellement absolument déterminés à faire tout ce qu'ils peuvent pour saboter tout accord entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Bien qu'ils n'aient probablement pas les ressources militaires pour faire grand-chose, l'URSS est plutôt riche. Ils ont plus de population. Ils ont un PIB plus important que celui des États-Unis. Et je pense qu'ils ne devraient pas nécessairement être sous-estimés. Je ne pense pas qu'ils accepteraient tranquillement une division tripartite du monde. Mais je ne pense pas que le MAGA aurait un problème avec cela. Ni les Africains, ni les Asiatiques du Sud-Est, ni les Japonais. Je veux dire, toutes ces autres puissances vont continuer à essayer de faire ce qui leur convient. Mais l'autre chose que nous ne devons pas oublier, c'est que malgré tout le pouvoir que Donald Trump a accumulé, et malgré le fait qu'il puisse régner maintenant par décret, les États-Unis ne sont pas un acteur unitaire, et Donald Trump ne dépend pas seulement de son cercle restreint. Les États-Unis sont, combien maintenant? 330 millions. Tant que, disons, le partage des revenus. How many are you? 330 million. And as long as let's say the revenue sharing of the three great powers, or how much ever it is. Parmi les trois grandes puissances, ou peu importe combien il y en a, tant que ces revenus ne vont qu'à une dizaine de trillionnaires, bientôt trillionnaires aux États-Unis et à personne d'autre, vous allez avoir toute l'agitation intérieure pour plus de changements. Donc, même si cela arrivait, cela ne réglerait pas la question, n'est-ce pas? Ainsi, la répartition interne de la richesse aux États-Unis est encore assez mauvaise. Et voyez-vous, peut-être comme dernière question, James, et ensuite Lasha, voyez-vous cela changer? Donald Trump essaie-t-il aussi de changer le modèle économique interne des États-Unis? Je ne pense pas. That's a really good question. I think that
C'est une très bonne question. Je pense que la réponse est peut-être parce qu'il sait qui est sa base. Et il est sur le train des tarifs depuis les 40 dernières années. Je veux dire, il y a des images de films ou des reportages de lui parlant de la nécessité des tarifs remontant aux années 1980. Je pense qu'il y a une préoccupation réelle parmi les types MAGA et du monde de Trump, comme Peter Navarro, que, oui, ces accords de libre-échange ont effectivement vidé la classe ouvrière et moyenne américaine. Et l'ascension de la Chine à l'OMC et l'octroi à la Chine du statut commercial de nation la plus favorisée de façon permanente ont entraîné le départ de millions d'emplois du Midwest. Je veux dire, c'est un fait. Et même le plus fervent partisan du libre-échange ne pourrait pas contester ces statistiques. Maintenant, est-ce qu'il s'y prend bien pour récupérer ces emplois? Est-ce qu'il le fait de la bonne manière, de la manière la plus diplomatique, de la manière la plus intelligente? Je ne sais pas. Mais je dirais ceci. Contrairement à presque tous ses prédécesseurs, il essaye réellement. Donc il faut lui en donner crédit, même si cela crée pas mal de ravages et de chaos sur les marchés. Et je me suis légèrement trompé plus tôt. Nous sommes une nation de 340 millions de personnes depuis l'année dernière. L'achat, votre évaluation des éléments internes. Sure. So every time I hear Bien sûr. Donc chaque fois que j'entends parler de réindustrialisation ou de désindustrialisation, je pense à cette sorte d'économie néolibérale hardcore à laquelle James vient de faire allusion. Donc l'ALENA, le commerce mondial, pas de frontières, seuls les chiffres comptent, une sorte de fondamentalisme du marché, en gros. Et pourtant, je ne suis pas économiste, mais on entend une grande question. Comment va-t-il réindustrialiser? Que fait-il pour réindustrialiser? Et ce que nous voyons est essentiellement, à mon avis, une version modifiée de l'économie néolibérale, se cachant derrière cet internationalisme économique pour le petit gars, pour que l'économie soit ajustée pour le petit homme, pour l'ouvrier en Amérique. Dans quelle mesure cela est vrai, je ne sais pas. To what extent that is true, I don't know. We're looking at. Vous savez, nous assistons à une concentration de pouvoir et d'influence entre les mains de jeunes oligarques de nos jours, les élites. Est-ce qu'ils remplacent, vous savez, est-ce que c'est juste un simple remplacement du même vieux type d'élite qui se nourrit, qui rend la vie plus facile et qui fournit beaucoup plus, vous savez, plus de ressources aux élites des États-Unis qu'ils utilisaient essentiellement à leur avantage pendant, disons, les années 70 et 80, l'ère économique néolibérale. Donc je me demande dans quelle mesure cela est vraiment anti-ALENA et pro-économie pour les travailleurs, parce que je ne vois pas comment. Allons-nous réindustrialiser? Comment allons-nous ramener les usines Nike? Et que signifie réindustrialiser de nos jours dans ce monde de haute technologie? J'ai bien peur que ça ne soit pas facile. Et pourtant, nous assistons à une sorte de démantèlement des institutions gouvernementales, n'est-ce pas? Une sorte de haine économique similaire envers le grand gouvernement. N'est-ce pas le cas? Je veux dire, vous savez, l'ère Reagan et l'ère Margaret Thatcher où tout devait être privatisé, n'est-ce pas? J'ai parlé à David Gibbs, qui était sur votre émission ici, Pascal, et des professeurs et des personnes qui étudient réellement ce sujet sont perplexes, à mon avis. Nous pourrions donc voir une rhétorique qui pourrait, vous savez, une rhétorique populiste qui pourrait être plus propice à un électeur, vous savez, un électeur moyen. Mais dans quelle mesure les politiques économiques réelles vont-elles soutenir cette promesse est la question que je veux poser. Et je pense que nous ne pouvons pas répondre à tout cela. Il me semble que nous sommes tous coincés à lire cette boule de cristal orange. Mais c'est un plaisir de le faire avec vous, messieurs, et d'avoir vos réflexions à ce sujet. James et l'achat. James, où les gens devraient-ils aller pour trouver vos écrits, votre Substack? Pouvez-vous me le redire? Oui.
Substack? Can you tell me again? Yes, it's The Realist. C'est The Realist Review sur Substack. The Realist Review. Également au Comité américain pour leur États-Unis-Russie. US-Russia Accord. Je mettrai les liens dans la description. Et pour toi, Lasha, où les gens peuvent-ils te trouver? Find you? Well, they can look up, Eh bien, ils peuvent consulter mes articles sur The National Interest. Et je pense, James, qu'il y avait un grand article qui pourrait apparaître sur Acura. Donc je ne sais pas. Nous en parlerons à James. Je viens de terminer un article. Okay, I'll put all of D'accord. Je vais mettre tout cela dans la description. Mes collègues James Carden, Lasha Kasradze, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Brie.